Aujourd'hui dans Mythbusters, Feu! Adam et Jamie font la boum Debout là-dedans! pour tester le cliché de cinéma où, en plongeant sous l'eau, On muscle son corps et son cerveau. on survit à une explosion en surface. Oh oui! Tandis que Carrie et Grant laissent parler la poudre, Ça, c'est de la science de gros calibre. afin de savoir si on peut blinder une voiture J'ai l'impression de faire partie de l'agence Tourisque. uniquement avec des annuaires. Elle est vivante! Qui sont les Mythbusters? Adam Savage et Jamie Heineman. On va y avoir de l'action. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, Ça peut tuer! Carrie Byron Au moins, on se tire pas dans les pattes. et Tori Belleci. Ça brûle, c'est génial. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. On fait quoi aujourd'hui? Je me disais que ce serait génial d'être les héros de notre propre film d'action. Des méchants essaieraient de nous faire sauter et on réussirait à leur échapper. C'est une harpe que j'entends? Chut, et regarde. C'est un véritable cliché du cinéma d'action. Nos héros sont pris au piège à bord d'un bateau où une bombe est sur le point d'exploser. Pour échapper à une mort certaine, ils plongent dans l'eau. Et après une formidable explosion, émergent sans la moindre blessure. Tu te demandes donc si en plongeant sous l'eau, on se protège des effets d'une explosion. Exactement. Ce serait l'éclate. Les Mythbusters ont l'habitude des ondes de choc. Ils se sont demandé si elles pouvaient amortir une chute, Wow, here comes the shockwave. fusionner le métal et même fabriquer des diamants. Mais d'où proviennent-elles? Une onde de choc est générée par la dilatation, plus rapide que la vitesse du son, des gaz émis par une explosion. Cette onde de choc provoque une vague de destruction sur son passage. Mais peut-on y échapper en sautant dans l'eau? Pour le savoir, les Mythbusters s'enferment dans leur bunker pour une mise à l'essai. À quoi va servir ce réservoir? Jamie et moi voulions élaborer une expérience qui nous permet de comparer la propagation d'une onde de choc dans l'eau et dans l'air, c'est-à-dire dans un fluide à forte résistance et dans un fluide à faible résistance. J'ai donc pris quelques plaques de résine acrylique, de la colle, des joints et des boulons à tête ronde et à tête fraisée que j'ai assemblés pour construire ce double réservoir afin d'en remplir cette moitié d'eau et cette autre de glace carbonique, c'est-à-dire de l'air qu'on peut visualiser. On placera ensuite un pétard ici au-dessus du centre. On le fera sauter en espérant ainsi constater les effets distincts de la même onde de choc sur deux environnements différents grâce à notre caméra à grande vitesse. Pour cela, Jamie utilise la technique des ficelles. Il les suspend dans l'eau afin qu'elles se déplacent si l'onde de choc s'y propage. Une fois le réservoir plein et le pétard amorcé, tout est prêt pour le mini-cataclysme. C'est parfait. J'ai vu l'eau bouger. Voyons ce que ça donne sur le ralenti. Mais le visionnage du film au ralenti ne révèle pas grand-chose. Je pense qu'on a besoin d'un plus gros pétard. Je suis d'accord. On va mettre la barre un peu plus haut. Ce petit pétard ne contient que quelques grains de photopoudre. S'il explose dans la main, on se fait une mauvaise brûlure et on a les doigts engourdis. Agent Smith, on a besoin de quelque chose d'un peu plus gros. Vous pouvez nous arranger ça? Le M80. Ça devrait le faire. Ce truc contient quelques grammes de poudre. S'il explose dans la main, on perd ses doigts. Ça va créer une onde de choc suffisante pour nous. La taille compte pour une onde de choc. Passons au M80. Allez, mon petit. Quelle détonation! J'ai vu la fumée bouger, mais pas l'eau.
Allons vérifier ça sur le ralenti. Je vois pas grand-chose. Et toi? Je vois la fumée bouger. Tu vois ce renflement, là? N'oublions pas qu'il cherche à démontrer que les ondes de choc agissent différemment sur l'air et dans l'eau. Mais ces ondes-là ne prouvent pas grand-chose. Pour une explosion plus flagrante, on retourne donc voir l'agent Smith. Le M1000. Plus puissant? Environ 1000 fois plus. Ça devrait permettre à Jamie de se déchaîner. Ça va péter. Attention. Je pense qu'on tient quelque chose. Je le crois. Oh, l'explosion a ouvert la porte. Il y a de l'eau au plafond. C'est toujours bon signe. Oui. Un bon signe, mais une fois encore, le ralenti offre toujours le même problème. Aucune image claire de l'onde de choc. On voit une réaction, elle semble différente selon l'environnement. Ça ne répond pas à notre question. On va devoir concocter un test différent si on veut savoir si, oui ou non, l'onde de choc se propage différemment dans l'air et dans l'eau. T'as raison, on n'aura rien de plus ici. D'accord. C'est le 14 juillet tous les jours ici. L'équipe va appeler l'annuaire à la rescousse. L'annuaire par balle, de quoi s'agit-il? Ce mythe vient d'une série télé d'espionnage où l'on apprend que si on est sans argent et en danger, il existe un moyen facile de blinder son véhicule. Grâce à des annuaires? Exactement. En plaçant des annuaires dans les panneaux de portière de sa voiture, on peut arrêter les balles non perforantes à tous les coups. Je vois. La balle frappe la portière, traverse d'abord le métal qui absorbe la majorité de l'énergie et les annuaires le reste. Ça peut marcher. Ce coup-là me semble un peu téléphoné. Selon les espions du petit écran, on peut se blinder avec des numéros de téléphone. Une seule couche d'annuaire glissée dans les portières permettrait de rouler en toute sécurité. Tout ça me paraît simple. On prend des portières, des annuaires, on leur tire dessus et on voit si ça stoppe les balles. Oui, grosso modo. Mais pour être précis, on devrait tirer avec toutes sortes d'armes à feu parce que dans la vraie vie, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Bien, je pense qu'on va donc d'abord aller chercher des portières à la casse. Les portières ne manquent pas à l'appel, mais il faut dégoter les bons numéros. Oncle Owen! Cette unité RT a un problème de compteur. Ici. C'est parfait. Elle n'attendait que nous. Non, ma manière ne fonctionne pas. On démonte les 4 portières de cette voiture. C'est tout ce dont on a besoin pour effectuer le test. Elles sont déjà évidées, il n'y a plus qu'à les bourrer d'annuaires. Ça va être du gâteau. De retour à l'atelier, le gâteau prend la forme d'une intervention technique la plus archaïque qu'aient jamais connue les Mythbusters. Attends, trou rond, annuaire carré. Il ne veut pas entrer. Et une fois les portières farcies d'une couche d'annuaire, on part rejoindre le stand de tir Ça vous dit un peu de tir? pour tirer le bon numéro. Pour ce test, on aligne nos portières dotées d'une seule couche d'annuaire qui, selon le mythe en question, suffit à arrêter une balle. De ce côté, on n'a pas une cible. Puis, on va installer les portières au fond du stand de tir et on va ouvrir le feu sur elles avec différentes armes à une distance de 9 mètres. On va utiliser un pistolet 9 mm, un Magnum 357, un calibre 45 et enfin un fusil de calibre 12. Le test est simple. On commence par le plus petit calibre et on finit par le plus grand. Bon, c'est le 9 mm, le plus petit calibre de notre arsenal. C'est parti. La balle est entrée, mais pas ressortie. Joli tir! Regardez! Pas possible. 5 cm. Ce qui confère un point aux annuaires. Mais résisteront-ils à la deuxième arme? Avec une vélocité de tir de 442 mètres à la seconde, c'est au tour du Magnum 357. Beau tir, Tex. Cible atteinte, mais quel est le verdict? Incroyable! Elle n'a pas traversé, ce qui signifie que l'annuaire est un vrai blindage. Les annuaires ont arrêté le 9 mm et le Magnum 357. Mais moi, j'ai un calibre 45.
Je serais très surpris qu'ils arrêtent ça. J'arme. La balle perfore le panneau de la portière. Mais qu'en est-il de l'annuaire? Il l'a arrêté. Impossible! C'est incroyable! Ça s'annonce bien pour ce mythe. Ça fait 3-0 pour les annuaires. Les armes de poing n'ont pas réussi à transpercer les portières, mais on passe au plus gros calibre du test, le fusil de chasse calibre 12. Il y a du vent. C'est ça. Une fois le vent retombé, Tori recharge son calibre 12. Joli! La cible de Tori en a pris un coup dans l'aile. Les annuaires déplorent leur première perte. Le calibre 12 de chasse a traversé la portière. Il a transpercé le panneau avant, l'armature en acier, l'annuaire et le panneau intérieur. C'est un tir très puissant. Très puissant en effet. Le fusil tire une balle de 25 grammes parcourant 564 mètres à la seconde. L'annuaire a trouvé aussi fort que lui, mais à présent, il va faire connaissance avec son exterminateur. Grant sort un fusil d'assaut M14. Bien. Vous êtes prêts? Wow, en plein dans le mille. La balle l'a traversé sans problème. Regardez, ça l'a même pas ralenti. Elle a même déchiqueté la portière. Avec une vitesse initiale de 305 mètres à la seconde de plus que le fusil de chasse, il n'est pas surprenant que la balle soit ressortie sans encombre. Mais cela invalide-t-il notre mythe? Ce mythe affirme que les tirs d'armes non perforantes ne transpercent pas une portière farcie d'annuaires comme ceci. C'est vrai pour le 9 mm, le Magnum 357 et le calibre 45. Toutes les armes de poing. Dès qu'on passe à des armes plus importantes, les balles traversent le blindage. On peut donc qualifier ce mythe de bidon dès maintenant. Quoique. Le moment est venu de mettre la barre plus haut pour les Mythbusters. C'est une belle journée à explosion, non? Tu l'as dit. Des explosions, il va y en avoir, mais cette fois, au lieu de tenter de visualiser l'onde de choc, ils vont la mesurer. Une explosion génère une onde de choc ou de pression qui peut causer des blessures physiques. C'est le fond de notre problème. C'est pourquoi nous avons toute cette tuyauterie ici qui va nous servir de support pour une pièce essentielle au test, le disque de rupture OSECO. C'est une pièce dotée d'une feuille d'aluminium calibrée. Une fois fixée à un tuyau, si les conditions de pression qu'elle rencontre dépassent les 0,9 bars, elle cède, indiquant que si on se trouvait au même endroit, on aurait été blessé. Et notre spécialiste des explosifs habituels, JD, apporte le C4 pour les tester. Ça explosera sûrement, mais c'est... JD, ce n'est pas très joli. On va le rouler en boule. Comme dans les dessins animés? Oui. Je suis sûr que tu vas coincer Bip Bip cette fois. Et Adam va nous expliquer comment tout ce système fonctionne. On va faire exploser cette quantité précise de C4, ce qui provoquera une onde de choc plutôt dangereuse qui déchirera certains de nos disques de rupture alignés ici. Imaginons qu'ils cèdent tous jusqu'ici, mais pas plus loin. Cela nous indique alors que c'est à cette distance précise que cesse le risque de blessure grave due à l'explosion. Et une fois établie cette zone de dangerosité, on répétera le test de l'air contre l'eau sur une plus large échelle. Vous êtes prêts? C'est bon? Vas-y, mise à feu! Nous évaluons la zone de dangerosité du C4. On va la sentir passer. Ouais, je le crois aussi. Ça dégage! Ça réveille. Allons voir ce que ça donne. Super! Une explosion digne d'un coyote et les Mythbusters obtiennent les données dont ils ont besoin. Jusqu'ici. 3 mètres. C'est notre zone de danger. La zone de danger, c'est ça. 3 mètres. Il est temps de passer à la deuxième phase. On veut savoir quelle part d'une explosion ayant lieu dans l'air peut se propager dans l'eau et mesurer à quel point elle est dangereuse. Et pour le savoir, nos amis remontent leur installation afin de pouvoir étudier l'impact simultané d'une onde de choc d'explosion sur l'air et l'eau.
L'entraînement des Mythbusters consiste à soulever des pièces d'équipements scientifiques tout en réfléchissant dans le même temps. On muscle son corps et son cerveau. Bon, je les installe. À quoi sert ce test? C'est très simple. On place un disque de rupture à l'air et un autre dans l'eau. Si ce mythe a la moindre trace de véracité, on devrait constater après l'explosion que ce disque a cédé et pas celui-là. C'est bon, monte-le! Le moment est venu de mettre la théorie en pratique avec la même quantité de C4, placée 3 mètres au-dessus des 2 disques de rupture. Vas-y, amorce-le! C'est parti. Je ne sais pas pour toi, mais j'estime qu'il y aura une différence. Je le crois aussi. Mais c'est l'onde de choc qui m'intéresse, c'est tout. C'est stimulant. Debout là-dedans! Eh oui, comparons les disques à présent. Deux disques perforés. 2 disques intacts. Super! C'est ce que j'appelle un résultat. Il y a donc peut-être du vrai dans tout ça. Et le ralenti confirme les soupçons de Jamie. Le ralenti nous dévoile tout. Le disque de rupture laissé à l'air libre cède immédiatement et nettement, comparé à celui dans l'eau qui réagit à l'onde, mais en résistant et avec un temps de retard. Ce qui signifie que l'eau réduit l'onde de choc. Elle la ralentit et l'atténue beaucoup. C'est bon signe pour le mythe. L'eau semble amortir l'onde de choc et réduire les risques de blessures. Mais on en sera certain qu'après un test grandeur nature. Sur la foi de ce test, je suggère qu'on se munisse de réservoirs d'eau chaque fois qu'on fait sauter des explosifs, pour se plonger dedans. Bonne idée! Le mythe affirme qu'une seule couche d'annuaire, tapissant l'intérieur d'une portière de voiture, forme un blindage imperméable aux balles. C'est bidon. Les balles de notre fusil de chasse et notre M14 l'ont transpercé. Et si c'est notre conclusion pour une seule couche d'annuaire, une question reste en suspens. Combien de couches d'annuaire faut-il pour blinder la voiture contre ces grosses munitions? On ne s'avoue donc pas vaincu. Il est évident qu'il nous faut plus d'annuaires. On va donc reprendre nos portières, déjà garnies d'annuaires, et augmenter le nombre de couches, 10 pour être précis. Voyons si cela suffira à rendre ce genre de blindage efficace contre nos grosses munitions. La couche d'annuaire mythique s'avère bidon. Mais jusqu'à quel point? Pour le savoir, on teste une épaisseur maximum de 10 annuaires. Je tire une munition de chasse dans une portière derrière laquelle se trouvent 10 annuaires. Joli tir. Elle a traversé la portière. J'ai vu un nuage de confettis. Une fois encore, la balle de chasse traverse la portière et pénètre le blindage d'annuaire. Mais combien d'annuaires supplémentaires faut-il pour l'arrêter? Un seul est à la section automobile. C'est marrant. Elle s'arrête donc à la page 151. Il semble donc que 2 annuaires suffisent pour stopper une balle de chasse. Tout à fait. C'est pas mal. C'est pas mal, mais il reste encore l'arme ultime à tester. On passe au dernier test. Je pense qu'elle va tout traverser. Pas de conclusion hâtive, car Tori semble avoir tort. La voici. Elle est encore chaude. Et on a presque atteint le dos du premier annuaire. Si on ajoute celui qui garnit déjà l'intérieur de la portière, ça nous fait toujours seulement 2 annuaires pour arrêter une balle de M14. Je croyais qu'elle transpercerait au moins la moitié de la pile. Je croyais qu'elle la traverserait en entier. C'est tout? 2 couches d'annuaires suffisent à blinder une voiture? Ouais. Après une dure journée de tir, le mythe s'avère donc bidon. Mais de peu, ce qui donne à réfléchir à nos Mythbusters. Donc l'idée qu'on puisse blinder une voiture à l'aide d'une seule couche d'annuaire est totalement bidon. C'est vrai, mais on ne doit pas en rester là. On t'écoute. Puisqu'on a été capable d'arrêter les balles avec une épaisseur de 2 annuaires dans les portières. L'idée d'une voiture entièrement par balle est plausible et on devrait en fabriquer une. Une voiture entière? Oui, Totalement par balle? oui. J'adore. D'accord, mais ça soulève 2 problèmes. Tout d'abord, on a démontré qu'il faut 2 annuaires pour blinder une portière. Mais qu'en est-il des vitres?
Et deuxièmement, il nous faudra peut-être tellement d'annuaires que la voiture sera trop lourde pour rouler. On va donc tester combien d'annuaires il faut pour blinder une vitre, puis après un petit calcul, on découvrira si on peut toujours la faire rouler une fois lestée de ce poids. D'accord, puis on fabrique une voiture par balle. Tori est tout excité, mais avant d'attaquer toute transformation, il faut étudier les vitres. Combien d'annuaires faut-il pour arrêter une balle? Pour le savoir, Tori et Kari positionnent 10 annuaires derrière une vitre qu'ils mettent en joue avec le puissant M14. 3, 2, 1... On dirait qu'elle a traversé 3 annuaires. Allons voir. Oh oui, 3 annuaires, exactement. la voici. Mais cela pose problème. 3 épaisseurs d'annuaires à l'intérieur. Ça ne laisse plus aucune place pour le conducteur. Exact. Un blindage devient totalement inutile si le conducteur ne peut plus monter à bord. Pour lui conserver un peu d'espace, ils essaient donc la technique du sandwich. 2 annuaires à l'extérieur et 1 à l'intérieur. 3, 2, 1... Mais malheureusement, Elle les a complètement transpercés. la balle n'a fait qu'une bouchée du sandwich. C'est dingue. Elle l'a transpercé, mais c'est la même épaisseur de matériaux. 3 annuaires et une vitre. Je suppose que ça signifie que lorsque la balle frappe d'abord la vitre, qui est une surface dure, elle se déforme, ce qui permet aux 3 annuaires de l'absorber. C'est toute la clé du problème. Quand la balle frappe une surface rigide comme le métal ou le verre, elle perd une grande part de son énergie. Mais lorsqu'elle frappe d'abord les annuaires, plus souples, elle perd moins d'énergie et continue sur sa trajectoire. Ils doivent donc déterminer à présent combien d'annuaires il leur faut placer devant la vitre pour arrêter la balle. Fusil armé. 3, 2, 1. Elle a tout traversé? J'espère que non. La balle a transpercé 4 annuaires et demi, plus du double de l'épaisseur nécessaire dans la portière. Tu sais quoi il va nous falloir pour couvrir toutes les vitres d'une épaisseur de 5 annuaires? C'est mieux que 10 annuaires. D'accord, l'optimiste. Le blindage des vitres semble donc être une question de verre à demi plein et à demi vide. Superbe. On pourrait mettre le bateau là-bas. C'est parfait. C'est un joli lac, n'est-ce pas? En fait, ce n'est pas vraiment un lac. C'est une fosse artificielle. La fosse 232, située sur le ranch Arroyo Seco, qui ne contient donc aucune faune, ce qui en fait l'endroit idéal. Pourquoi? Oui, pour faire sauter des trucs. Ça va être une belle journée. Mais avant de pouvoir faire sauter quoi que ce soit, ils doivent construire une plateforme et s'assurer qu'elle flotte. C'est la jetée. L'autre va être impec. Pendant que Jamie s'occupe des structures flottantes, Adam travaille à la chaîne. 24 disques de rupture. Comment tester grandeur nature un mythe qui affirme qu'en plongeant sous l'eau, on échappe aux effets d'une explosion? D'abord, un plan d'eau. Ensuite, une plateforme flottante sur laquelle on fixera bientôt divers explosifs à l'endroit même où je suis assis. Pour le test, nous utilisons des disques de rupture Oseco emboîtés dans ces trucs. Ils sont calibrés à 0,9 bar, le seuil de ce que peut endurer l'humain. On déploie les pylônes portant les disques de rupture à 1,50 m, 3 mètres, 6 mètres et 15 mètres de l'explosion. On fixe nos assemblages comme ceci, sur les pylônes flottants, à 1,50 m de la surface de l'eau. À 1,50 m sous l'eau, ainsi qu'à 3 mètres. Et si le mythe est avéré et que sauter dans l'eau protège vraiment des effets d'une explosion, on devrait constater que les disques à l'air libre auront cédé, tandis que ceux sous l'eau seront intacts. Et pour obtenir des résultats probants, ils vont effectuer 3 tests avec une quantité de 23 kg de 3 explosifs différents, à commencer par l'essence. On a 30 litres d'essence dans ces bidons, ce qui va nous donner une bonne grosse explosion de cinéma. Il va y avoir une grande boule de feu, mais sans grande puissance explosive. Je pense que les disques devraient y résister. Il y aura plus de peur que de mal. Les disques en jugeront par eux-mêmes.
Voici les deux boutons, armement et mise à feu. Lorsque je les pousserai, les 23 kilos d'essence situés sur ce trépied exploseront. Est-ce que ça prouvera qu'il vaut mieux se trouver sous l'eau plutôt qu'être à l'air libre? Je n'en sais rien. Ça, c'est de la science de pointe. Nous savons déjà comment l'onde de choc se propage dans l'air ou dans l'eau. Mais nul sait ce qu'il adviendra lorsqu'elle passera de l'air à l'eau. Sa pénétration dans l'eau l'accélérera-t-elle, la ralentira-t-elle ou sera-t-elle réfléchie par la surface? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Prêt? Prêt. Bien. J'ai pris un café et je suis à fond. Tandis que l'essence oscille à la surface de l'eau, Jamie prononce la formule désormais familière. Mise à feu. Mise à feu. Mise à feu. Et Adam appuie sur le bouton. 3, 2, 1... Quelle explosion! C'est vrai. Tous les pylônes sont encore en place, mais la plateforme a disparu. L'onde de pression créée par l'explosion a détruit la plateforme flottante, mais le plus important est de savoir comment s'en sortent les disques. En surface ou sous l'eau, ils sont tous intacts. Aucune rupture. Les disques sont intacts. Le pylône le plus proche en surface vient démentir ce record parfait. À 1,50 m, volatilisé. Mais sous l'eau, c'est une toute autre histoire. Les disques sont tous intacts. Intéressant. Je suis d'accord. C'est un bon point pour le mythe. Le disque le plus proche à la surface a cédé, tandis que le plus proche sous l'eau est resté intact. L'explosion d'essence n'a créé qu'une onde de choc très limitée. Elle a généré une très belle boule de feu. Et je dois dire que si je devais me retrouver à proximité d'une telle déflagration, je sauterais dans l'eau pour ne pas être brûlé. Certainement. Mais cette seule onde de choc ne suffit pas. Les Mythbusters ne vont donc pas s'en contenter. Tori, Grant et Carrie savent maintenant combien d'annuaires sont nécessaires pour blinder une automobile. 2 derrière les portières et 5 devant les vitres. Des diamants. Les voici donc prêts à reprendre la balle au bond. Bravo, super voiture. Merci. Mais il y a un problème. Lequel? Le poids maximum que peut supporter cette voiture est de 815 kg. Pour la blinder entièrement, il nous faut 900 annuaires, soit un poids de plus d'1,8 tonne. En d'autres termes, elle serait si lourde qu'elle serait incapable de rouler. Exactement. Pour qu'on puisse encore la faire rouler, on ne peut pas excéder le nombre de 400 annuaires. D'accord, mais tout n'est pas perdu. Voilà ma stratégie. On supprime tout le poids inutile de la voiture pour donner la priorité au blindage. On peut par exemple ne garder que la place conducteur et le moteur et coucher les passagers à l'arrière. D'accord, voilà le genre de boulot qu'on adore. Si on veut éliminer du poids, il faut ôter le siège. Ouais, ça nous ferait gagner quelques annuaires. Apparemment, blinder cette voiture est surtout une question de lancer de poids. Ça roule pour nous. On débarrasse cette voiture du moindre poids superflu. Ça devrait l'alléger un peu. On fait des étincelles. Une fois la voiture désossée, Carrie et Tori attaquent le rembourrage stratégique. Il faut faire l'amour avec l'annuaire pour le placer dans la portière. C'est ainsi qu'on peut faire de lui ce qu'on veut. Et en un rien de temps, l'équipe double la voiture d'un blindage d'annuaire. J'ai l'impression de faire partie de l'agence Tourisque. Une fois la voiture à la page et la télécommande installée, le monstre de papier est chargé dans le camion pour être transporté dans un lieu familier. La carrière, j'adore cet endroit. Explosion de voiture, explosion de gare et bien sûr explosion de bétonnière, cet endroit a tout connu, excepté ceci. La première voiture blindée d'annuaire au monde. Et il faut tout d'abord vérifier le système de télécommande de Grant. Regarde comme elle est surbaissée à l'avant. Avec son surpoids de 400 annuaires, la voiture n'est pas vraiment un foudre de guerre.
Quelle est sa vitesse de pointe? 16 à 25 km/h. Elle est donc par balle, mais on peut la rattraper à vélo. Hey, si elle arrête les balles, elle n'a pas besoin de rouler plus vite. Grant a raison, mais comment vérifier l'efficacité de son blindage? Bien, Trudy. Eh oui, on installe toute une famille gonflable à l'intérieur, et si l'un de ses passagers se dégonfle, on saura qu'il a été touché par une balle. Prête? Pour rendre les scénarios un peu plus réalistes, on place le reste des annuaires dans la voiture pour simuler le poids de nos passagers. Bien. Et maintenant que notre ami gonflable est au volant et ses passagers couchés sur le sol totalement blindé, quelle est la suite? On va placer notre véhicule blindé d'annuaire au bout de la carrière. Il se ruera sur 180 mètres dans cette direction pour se mettre à l'abri. Je serai sur ce rebord là-haut avec mon M1 Garand. Tori sera là-bas avec son fusil. T'es prêt? Oui, Grant, prêt? Prêt? Super, place à la science. Rappelons-nous qu'ils n'ont pu utiliser que 400 annuaires au lieu des 900 nécessaires pour blinder totalement la voiture. Leur parti pris stratégique réussira-t-il à protéger à la fois le moteur et les passagers? Tireur prêt? Prête? Je démarre. Grant appuie sur un bouton et notre bottin roulant traverse tant bien que mal la carrière. Puis l'enfer se déchaîne, tandis que Carrie et Tori dévient d'une pluie de balles sur le blindage de papier jusqu'à ce que la guimbarde soit à l'abri des tirs. Arrêt. Frein à main. Je coupe le contact. Je sais que je l'ai touché, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Oh oui. c'était trop marrant. Un vrai stand de tir. La cible a été touchée, ça ne fait aucun doute. Mais les passagers ont-ils survécu? Oui, elle est vivante. Elle a survécu. Ouais! Bon sang. On a blindé une voiture rien qu'avec des annuaires. Attendez, vérifions les passagers. Le premier C'est Chapman. Il a l'air en forme. et le deuxième. Il va bien aussi. Toute la famille a survécu. Contre le fusil de chasse et le M14, les annuaires ont rempli leur rôle. La voiture fonctionne parfaitement et tous les passagers sont vivants et indemnes. Jusque-là, le mythe est avéré. Si nos passagers gonflables ont survécu à leur première fusillade, Elle est vivante! les Mythbusters n'estiment cependant toujours pas avoir tiré le bon numéro. Il faut qu'on monte d'un cran. Vraiment? Si on disait que les méchants sont très méchants et qu'ils sont très armés, Ça, c'est de la science de gros calibre. Ça ne fait aucun doute. Et cette fois-ci, les méchants ne lésineront pas sur l'artillerie. Carrie et moi allons utiliser l'UMP-40 et le M16 automatique. Si ces armes ne suffisent pas, on sortira nos armes ultimes. Et pour être certain de ne pas manquer notre cible, nous avons invité un tireur, le shérif adjoint Eric, de l'équipe d'intervention du comté de Calaveras. Bienvenue au Festival du tir. Vous êtes prêts? Hey. Notre chimère de papier est sur la ligne de départ, dans la ligne de mire de notre trio d'armes automatiques. Attention, je lâche les freins. Je démarre. Comme la dernière fois, la voiture se traîne vers le champ de tir. La poudre parle et les confettis d'annuaire volent jusqu'à ce qu'elle soit hors d'atteinte. Frein, je coupe le moteur. Quel pied! Belle fusillade. Ça va être une scène de crime. Je pense pas que Trudy a survécu à celle-là. Je me demande si... Regarde le nombre d'impacts de ce côté. Le blindage d'annuaire est constellé d'impacts. Mais qu'en est-il de nos passagers? Il y a du papier partout. Elle va bien. Oui, il y a des confettis partout. Le blindage n'est peut-être pas efficace, mais elle a eu la chance de survivre. Et elle n'est pas la seule. Contre toute attente, les deux autres passagers n'ont pas été touchés. Nos passagers ont survécu. C'est génial. Si j'avais le choix entre une voiture sans protection et les annuaires, je choisirais les annuaires. La voiture souffre d'une petite fuite, mais elle roule toujours. Dans la pratique, elle est par balle. Mais ce qu'on lui prépare pour la suite va certainement l'achever. Car pour son ultime baptême du feu, on peut parler sans exagération d'une très très grosse artillerie. Oh, c'est pas vrai.
Le règlement stipule qu'on doit pouvoir la porter pour l'utiliser. Je peux la porter. En fait, la loi californienne interdit désormais l'achat de ces fusils de calibre 50 BMG réservés à nos amis de la police. Tireur prêt? Prêt. Prête. Je mets les gaz. Que le carnage automobile commence. Une pluie de projectiles s'abat sur la voiture, balle après balle. Jusqu'à ce que Carrie touche le moteur. Et c'est ainsi que se termine la tentative de fuite des annuaires. Quelque chose l'a arrêté. Je crois savoir quoi. Carrie a tiré et croyez-moi, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Le sol a même tremblé. Il y a eu un grand nuage de poussière et ce seul tir a arrêté net la voiture. Ces armes sont extraordinaires. Extraordinaire et mortel. Bon sang. Elle est morte. Je crois que tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Pas de survivants à l'arrière. Nous avons donc 3 passagers dégonflés et l'examen de l'autre côté du véhicule en révèle la raison. Regardez. Oh bon sang! Elles ont pénétré d'un côté et sont ressorties de l'autre. C'est incroyable. Elles ont traversé la voiture comme un couteau chauffé à blanc dans du beurre. Je suis toute excitée. On ne peut certainement pas reprocher aux annuaires d'avoir tourné la page. Mais qu'en est-il du mythe? Il semble qu'aucune épaisseur d'annuaire ne peut stopper ces balles. Oui, mais à part des balles de ce calibre, ce blindage d'annuaire arrête à peu près tout. C'est une histoire à multiples ricochets. Au premier test, il s'est avéré par balle. Au deuxième, il était, disons, résistant aux balles. Et au troisième, il s'est avéré plutôt réceptif aux balles. D'accord, qui ramène la voiture? À la place du mort? Adam et Jamie s'éclatent Plus de plateforme. en tentant de savoir si un plongeon peut vous sauver la vie. À présent, ils augmentent la charge, quitte à exploser leur budget. Pour cette explosion, nous allons utiliser un explosif nommé ANFO, c'est du nitrate d'ammonium. Un simple fertilisant mélangé à du diesel. L'onde de choc créée se déplace à 1220 mètres par seconde. Elle va rompre nos disques. Du moins en théorie. Et une fois mis en place les nouveaux disques de rupture, ils s'apprêtent à faire sauter l'ANFO. C'est en place, tout va bien. Mais quelle sera la différence avec l'essence? À mon avis, l'eau étant beaucoup plus dense que l'air, l'explosion va choisir le milieu le moins résistant, c'est-à-dire l'air. Je crois que l'onde va rebondir sur l'eau. L'onde va rompre sans aucun doute les disques jusqu'à 3 mètres à la surface. Je crois que ceux sous l'eau resteront intacts. On va démontrer une réelle différence entre la propagation de l'onde dans l'air et dans l'eau. C'est ce qu'on s'apprête à savoir, tandis que Jamie s'empare de la télécommande. Prêt à faire feu? Prêt à faire feu, à vous de jouer. Très bien. Et rappelez-vous de ne pas tenter ce genre d'explosion dans votre lagon. Mise à feu! Mise à feu! Mise à feu! Vas-y. 23 kilos d'ANFO dans 3, 2, 1. Au revoir! Oula, les 23 kilos d'ANFO ont bien failli faire totalement disparaître toute l'installation. C'est devenu une mission de sauvetage. Une vraie mission de sauvetage, mais l'onde de choc de 1200 mètres par seconde a-t-elle perforé les disques? Bien. Oh! Il a cédé? Totalement. Vraiment? Ouais, Bon sang, je me demande à quoi ça ressemble sous l'eau. ouais, c'est la grande question. Donc, à 15 mètres de distance à la surface, les disques les plus éloignés de l'explosion ont cédé. Mais sous l'eau, Bon, les 2 disques sont perforés. 23 kilos d'ANFO ont soufflé tous les disques de rupture
Mais cette énorme explosion ne conclut pour autant pas définitivement cette expérience. L'ANFO a la réputation d'en faire trop, de générer une poussée exagérée. Il a donc décimé 2 de nos 4 pylônes. Peut-on en tirer des conclusions? Pas encore. J'espère de meilleurs résultats avec la dynamite. Mais oui, les Mythbusters ont encore un explosif dans leur poche. Cette fois, nous utilisons 23 kg de dynamite, soit 25 bâtons comme ceci. La dynamite est très explosive. Elle crée une onde de choc se déplaçant à 2743 mètres par seconde dans l'air. C'est plus rapide que l'ANFO, mais elle offre moins de poussée. Les professionnels parlent de brisance. Ce dernier explosif est prudemment installé sur le trépied, prêt à détonner. Regardez-le, notre petit tétraèdre de la mort. Un petit tétraèdre qui aura le dernier mot. L'explosion d'essence a démontré que mieux valait être sous l'eau, tandis que celle de l'ANFO a tout dévasté, en surface comme dessous. C'est donc à la dynamite de trancher. Mise à feu! Mise à feu! Mise à feu! D'accord, je vais tirer. 23 kilos de dynamite dans 3, 2, 1. Oh oui! Quel pied! C'est plus puissant que l'ANFO. L'explosion de la dynamite était, eh bien, de la dynamite. Il reste un pylône. Ouais. Opération sauvetage. La dynamite a définitivement dévasté l'installation, mais les disques immergés ont-ils subi le même sort? C'est un carnage grotesque là-dessous. Les assemblages à 1,50 m, 3 mètres et 6 mètres sont emmêlés les uns aux autres. Ils sont encore fixés à la corde. Mais tous les disques de rupture sont perforés. À toi. Mince alors! Sous l'eau, les 3 disques les plus proches sont crevés. Même punition à la surface. Mais qu'en est-il du plus éloigné? Il n'existe plus. À la surface, il est perforé, mais... Tu vas adorer ça, Jamie. Le disque à 15 mètres de distance et 3 de profondeur est intact. C'est une donnée importante pour le mythe. C'est génial. Et à 1,50 m de profondeur? Celui-ci est aussi intact. Je répète, le disque à 1,50 m est aussi intact. Ce qui s'est passé à 15 mètres est vraiment très intéressant. Car on a un disque perforé à la surface, mais 2 disques intacts sous l'eau. Ce résultat fait l'effet d'une bombe. Tout comme avec l'essence, plonger sous l'eau lors d'une explosion de dynamite peut faire la différence. Les explosifs sont de drôles de matériaux. La NFO a sectionné nos cordes et dévasté 2 de nos 4 pylônes. La dynamite n'a pas rompu les cordes, mais a exterminé 3 de nos pylônes. Elle a perforé tous les disques à la surface, mais pas les 2 placés sous l'eau à 15 mètres. C'est le genre de résultat que j'espérais. Et ça me confirme que ce mythe est intéressant. Vais-je prononcer les 3 mots magiques? Pas avant d'avoir rejoint Jamie. Alors, quelle conclusion? Eh bien, dans ce genre de situation, il est plausible que l'eau te protège de l'explosion. C'est donc plausible. Tirons-nous d'ici. D'accord.